La partie donc de formation Open Classroom, c'est une approche dite par compétences et par projet. C'est quelque chose qui est très dans la pratique. On dit à peu près 80% de pratique, mise en pratique par des projets, et 20% de théorie. N'importe qui peut arriver, faire un petit dossier et boum, devenir université accréditée aux États-Unis. À la fin, on peut délivrer des bachelors américains, des masters américains. On voit qu'en fait, la France aujourd'hui a un modèle d'alternance qui est plus développé que celui des États-Unis, parce que les États-Unis, c'est un pays qui est 5 fois plus gros. Ils sont un petit peu en retard sur le modèle de l'alternance. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui quelqu'un qui a profondément marqué le paysage EdTech français et international, à savoir Pierre Dubuc, cofondateur et CEO d'Open Classrooms. Alors Open Classrooms, c'est l'une des plus grandes plateformes d'éducation en ligne en Europe, un pionnier de la formation, de l'alternance à distance et même des parcours diplômants aussi accessibles un peu partout dans le monde. Et 2025 tourne un tournant majeur dans son histoire parce que c'est l'obtention d'une accréditation américaine au même niveau que Stanford, Berkeley ou UCLA. C'est un moment clé qui dit d'ailleurs beaucoup de la transformation globale du secteur dont on va parler dans un instant. Avec Pierre, on va parler aussi de ce que cela signifie vraiment pour les apprenants, mais aussi du pari de l'alternance à la française aux États-Unis, de la mutation du secteur, de l'impact de l'intelligence artificielle sur les compétences et les métiers, et puis les défis entrepreneuriaux aussi que traverse une EdTech en pleine expansion internationale. Et puis, en fin d'épisode, on découvrira, vous connaissez le principe, un peu plus l'homme derrière l'entrepreneur, l'étudiant qu'il a été, les conseils qui l'ont marqué et les questions sur l'éducation qu'on ne pose jamais assez. Bienvenue Pierre, on est ravis de vous recevoir. Merci beaucoup. Trop sympa. En plus, vous faites un petit crochet par la France, vous qui venez des États-Unis et qui habitez maintenant à New York. On est ravis de vous recevoir. Peut-être une première question pour celles et ceux qui ne connaissent pas et qui aimeraient aller au-delà de mon introduction. Racontez-nous un petit peu l'histoire d'Open Classroom. Est-ce que ça fait aujourd'hui ? Alors Open Classroom, l'histoire, ça a commencé il y a 20 ans avec Mathieu Nebra, qui est mon cofondateur. Et on a créé des cours en ligne gratuits quand on était à l'école. Donc c'est une histoire d'un hobby qui est devenu une entreprise en fait. On a créé les cours qu'on aurait voulu avoir à l'école, cours en ligne gratuits, donc c'était des cours de programmation informatique au démarrage. Mathieu a rédigé les cours et a un vrai don pédagogique. Et moi j'ai créé la plateforme et donc on a publié ça, c'était pour apprendre à coder tout simplement, gratuitement. D'année en année, ça s'est développé. C'est devenu la plateforme de référence pour apprendre à coder en français. Et à la fin de nos études, on a décidé d'en faire notre métier et donc de créer une société à la base de ce projet hobbyiste. Une société donc, qui est devenue Open Classrooms. C'est une société à mission. La mission, c'est de rendre l'éducation accessible et donc l'éducation qui aboutit à un job. Donc le but, c'est d'acquérir des compétences qui nous permettent de trouver un job ou de créer son job aussi potentiellement, soit son premier emploi, soit un nouvel emploi, se reconvertir, monter en compétences, avoir un gain de salaire ou créer sa propre aventure entrepreneuriale. Donc c'est ça l'objectif en fait d'Open Classroom. C'est donc maintenant, c'est devenu une plateforme d'éducation en ligne, c'est une école en ligne en fait, tout simplement. On forme en France du niveau CAP jusqu'au Bac plus 5 sur à peu près une soixantaine de métiers et de qualifications différentes. Donc ça va encore du code et de l'informatique, maintenant de l'IA, de la data, la cybersécurité, jusqu'au domaine du sanitaire, des métiers du social, de l'énergie, de la transition énergétique, de la vente, du commerce, etc., etc. Et donc on a un modèle qui est entièrement intégré, c'est-à-dire qu'on crée la technologie, les contenus pédagogiques évidemment, et puis l'accréditation, etc. Donc on fait tout ça en Europe et puis en Amérique du Nord aussi. Vous gérez notamment ce déploiement à l'international aussi. Vous avez eu donc une très très bonne nouvelle il y a quelques semaines seulement. Vous avez reçu, après toutes ces années de développement et de travail, une accréditation américaine. Vous nous en dites plus ? Ouais, c'est une grosse étape pour nous. Ça a pris à peu près 4-5 ans. On a obtenu l'accréditation d'université américaine. Donc, ça nous permet de délivrer des diplômes américains, diplômes de Associate Bachelor's et Master's Degrees, donc de l'équivalent de Bac plus 2 à Bac plus 5. Ok. C'est l'accréditation la plus prestigieuse aux États-Unis, c'est-à-dire c'est la même accréditation, vous le citiez tout à l'heure, de Stanford, UC Berkeley, Caltech, compagnie. Donc c'est une accréditation qui est très difficile à obtenir
et donc qui est venu finalement reconnaître la qualité des contenus et des programmes pédagogiques qu'on propose. Ça nous permet maintenant de délivrer des diplômes américains aux États-Unis, mais aussi en France. Donc ça, c'est intéressant, c'est qu'on commence maintenant à délivrer en fait des doubles diplômes français, reconnus en France, bien sûr, mais aussi américains pour nos étudiants français. Et donc ça, c'est très nouveau, puisque on est la première école en fait en France à avoir été accréditée aux US. La première école française accréditée aux US. Donc ouais, un bon tournant, et ça nous ouvre plein d'opportunités, évidemment, aux États-Unis pour Bien sûr. continuer notre développement là-bas. Comment ça fonctionne alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément? Est-ce que vous travaillez avec des entreprises qui proposent des formations pour leurs internes? Est-ce que vous travaillez aussi avec des écoles qui proposent elles-mêmes des cursus pédagogiques en ligne? Alors, on fait tout ça. On forme des salariés, bien sûr, qui sont déjà en emploi. On forme aussi des primo-entrants sur le marché du travail, donc par la voie de l'alternance notamment, parce qu'on est une école, mais aussi un centre de formation des apprentis, ce qu'on appelle un CFA. Donc concrètement, comment ça fonctionne en tant qu'étudiant? Le mot étudiant étant une définition assez large, parce qu'on a des étudiants qui ont 18-19 ans, mais aussi des étudiants qui ont 40 ou 50 ans, qui sont en reconversion, qui veulent acquérir des nouvelles compétences. Donc c'est une définition assez large. En tant qu'étudiant, j'arrive sur la plateforme Open Classrooms, je vais chercher à me renseigner et à m'inscrire en fait à l'école Open Classrooms. Par le processus d'inscription, on va guider et orienter la personne vers les parcours qui correspondent à son profil et à ses orientations, à ce qu'elle souhaite réaliser, et aussi les modalités de financement de cette formation, par la voie de l'alternance, le CPF, France Travail ou bien d'autres. Et donc ensuite, elle va commencer son parcours de formation. Le parcours de formation, ça se fait en ligne, en alternance ou pas, d'ailleurs. En alternance, donc là, on va être via un employeur avec un contrat de travail, etc. En général, sur un format 4 jours en entreprise, 1 jour sur Open Classrooms. La partie donc, de formation Open Classrooms, c'est une approche dite par compétence et par projet. Donc, c'est quelque chose qui est très dans la pratique. On dit à peu près 80% de pratique, mise en pratique par des projets. Et 20% de théorie. Donc concrètement, on a accès à des cours en ligne qui nous permettent d'acquérir les compétences dont on a besoin pour réaliser des cas, des projets. Donc du concret. Je veux devenir expert comptable, je vais faire un bilan comptable, je veux devenir développeur mobile, je vais faire une application mobile, etc. etc. Et donc on projette des cas d'études. On va en avoir, par exemple, pour un programme de 12 mois, on a une douzaine de projets à réaliser, de plus en plus difficiles et complexes. Et on est mentoré par un expert ou une experte du domaine toutes les semaines, en moyenne, à peu près une fois par semaine, en visioconférence, en one-to-one. Donc c'est vraiment, on va dire, très individualisé. L'expert donc suit, ce qu'on appelle le mentor, suit l'individu de semaine en semaine, de mois en mois. Donc il y a une vraie connexion et relation qui se crée, et cet expert va être là pour accompagner sur les compétences dites techniques du métier, mais aussi tout ce qui est compétences comportementales, réseau, etc. et motivationnelles, parce que c'est aussi un peu un coach comme un coach sportif en fait. Surtout en ligne, j'imagine. Surtout en ligne, de motivation, comment s'organiser dans sa méthodologie. Il y a toujours dans des moments comme ça de reconversion, des moments des hauts et des bas. Il faut un petit peu se remotiver, etc. Donc le mentor est là pour ça. On a toute une équipe aussi d'accompagnement derrière Open Classrooms pour aider l'étudiant à affronter les challenges et les défis qui peuvent arriver, surgir. Et à la fin des projets, donc la personne va défendre son projet, soutenir son projet en fait. C'est une soutenance en vidéo face à un évaluateur. On va évaluer ses compétences à ce niveau-là. On va enregistrer aussi cette soutenance et les livrables que la personne aura créés pour pouvoir démontrer ses compétences à un éventuel recruteur à la fin. Donc on crée un portfolio. Une fois que toutes les compétences sont validées, on arrive au jury final.
diplomation. Donc, on obtient le diplôme, par exemple un bac+2, un bac+5, etc. Et on va continuer l'accompagnement jusqu'à trouver un job, si bien sûr c'est le souhait de la personne qui veut trouver un nouveau job. On va l'accompagner pour pouvoir la placer dans l'emploi. Donc ça, c'est le circuit, je dirais, classique. En général, les parcours durent entre 6 et 12 mois à temps plein. En alternance, ça peut être 1 à 2 ans. On a des formats plus courts aussi, quelques semaines, quelques mois. Alors évidemment, on est sur un bloc de compétences ou une certification, pas un diplôme complet. Et voilà, accompagnement vers l'emploi. Donc ça nous amène à créer aussi beaucoup de partenariats avec des employeurs. C'est ça la clé à la fin. Notre résultat, c'est le nombre de personnes qu'on place dans l'emploi. L'année dernière, on a formé et placé dans l'emploi 43 000 personnes. Donc c'est ça qui est vraiment très important pour nous. C'est pas uniquement de former les gens sur les bonnes compétences, les bons métiers, qui puissent derrière avoir une mobilité socio-économique, donc trouver un job, si je le mets en langage courant, 43 000 personnes l'année dernière. C'est ce qu'on leur souhaite en tout cas, effectivement, quand ils cherchent à développer de nouvelles compétences, et ce qu'ils font notamment par le biais de votre plateforme. Je reviens juste un instant sur ce label, cette certification que vous avez eue, donc je rappelle, du même standing, on va dire, que de grandes universités américaines. Vous disiez que c'était un processus difficile. Depuis quand vous travaillez dessus et quelles sont justement les étapes les plus compliquées pour obtenir cette accréditation? Parce que vu de France, ça nous paraît quand même assez abstrait. Ouais, je comprends. Donc c'est un process qui a duré à peu près 4 ans, 4 ans et demi pour être précis, qui a consisté en plusieurs étapes. Une phase de candidature de pré-éligibilité. On a fait un pré-dossier pour savoir si on avait le droit de candidater. On a eu le droit de candidater. Ensuite, il a fallu déposer un dossier complet. Donc qu'est-ce que c'est un dossier? Grosso modo, on cherche à être accrédité pour être reconnu comme université. Et donc, en face de ça, il y a un cadrage, ce qu'on appelle les standards, et donc avec un certain nombre de choses que l'accréditateur va vérifier. Le corps professoral, le contenu pédagogique, les moyens techniques, la sécurité, la gouvernance, la solidité financière, etc., etc. Et donc, on doit démontrer un certain nombre de choses, de critères, d'indicateurs. Ce dossier, pour vous donner un ordre d'idée, il fait à peu près 1000 pages, donc c'est un peu costaud. Derrière, il y a eu une équipe de l'accréditateur qui est venue auditer en fait Open Classrooms pendant 3 jours avec 6 personnes. On passe à peu près 10 à 15 audits par an chez Open Classrooms. On est quand même très audité pour plein de raisons, parce qu'on est sur un marché régulé et sur plusieurs segments, donc pas illogique, mais on est assez habitué des audits. C'est probablement un des audits les plus durs et les plus fouillés qu'on a dû réaliser. Ils ont interviewé une 50aine de personnes, par exemple, des employés, des profs, des mentors, des étudiants, des anciens étudiants, des gens de la communauté, etc. Et ils ont fouillé surtout énormément, donc demandé des justificatifs sur un petit peu tout, mais dans une approche qu'on a trouvée assez constructive, de vérifier vraiment la qualité de ce que l'on fait, ce qu'on raconte, la solidité de notre modèle. Les résultats, évidemment, est-ce que nos étudiants, à la fin, ils ont bien le niveau du diplôme qu'on promet? Est-ce qu'ils obtiennent bien un job qui correspond à ce diplôme-là? Ils sont insérés? Est-ce que ce diplôme, il est reconnu ailleurs, etc., etc. Donc, c'est très fourni. Ça, on l'a fait il y a à peu près 6 mois, cet audit, en début 2025. Et on a passé en fait derrière une dernière soutenance en commission finale cet été, et décision derrière positive. Donc on est accrédité maintenant pour 6 ans. 4 ans et demi de travail. C'est un peu long, hein, Ah quand même. Ouais. Après, ça montre aussi toute la valeur et tout le poids de cette accréditation, j'imagine. C'est aussi logique que pas n'importe qui peut arriver, faire un petit dossier et boum, devenir université accréditée aux États-Unis. À la fin, on peut délivrer des bachelors américains, des masters américains. Un bachelor aux États-Unis, juste pour recontextualiser, en termes de coût d'accès à l'éducation, c'est un produit, puisque c'est un marché complet, qui coûte au moins entre 40 000 à 60 000 $.
Donc, c'est une valeur perçue qui est très, très élevée. Ça nous permet aussi à terme d'accéder aux financements fédéraux de l'enseignement supérieur aux États-Unis. C'est un marché de 130 milliards de dollars par an. Donc, c'est logique finalement que ça soit quand même pas si facile que ça d'accéder à ce statut. Vous parlez aussi beaucoup, quand on vous écoute dans vos dernières interviews ou quand on vous lit, d'avoir misé sur l'alternance à la française aux États-Unis. Ouais. C'est un pays où cette modalité, elle est peu développée? Elle est peu développée sur les métiers dits tertiaires, en fait. D'accord. Elle est historiquement développée, comme elle a été d'ailleurs en Europe historiquement, sur les métiers manuels, hein, techniques, ce qu'on dirait l'école bleue, par exemple. Donc, et c'est d'ailleurs l'origine de l'apprentissage il y a 200 ans, par l'artisanat ou devenir mécano, charpentier, plombier, etc. Donc ça vient de là, en fait. Donc aux États-Unis, on en est à ce niveau-là, principalement, c'est-à-dire que c'est un marché qui est centré plutôt sur des métiers dits manuels ou techniques. Et ça s'est très peu développé encore sur ce qu'on voit maintenant en France, c'est-à-dire je vais faire mon bachelor ou mon master en alternance et donc apprendre un métier souvent tertiaire par la voie de l'alternance. Donc ça commence, c'est en train de changer. Il y a plein de problématiques de l'enseignement supérieur aux États-Unis, notamment celui du coût dont on parlait avant. De l'accessibilité, de la dette étudiante, et puis l'enjeu du renouvellement des métiers, notamment avec la transformation de l'IA sur les métiers, dont je suis sûr qu'on va parler aussi. Voilà, il y a beaucoup de défis face à l'éducation aux États-Unis et beaucoup d'acteurs, des deux côtés d'ailleurs, des partis politiques, républicains et démocrates. C'est ce que vous disiez, ouais. Comment ça s'explique? Bah, C'est consensuel, en fait, c'est ça? c'est assez consensuel, l'alternance. Alors après, la façon de le faire, l'alternance, ça on peut voir des différences d'avis assez forts entre les républicains et les démocrates. Mais le fait que les démocrates veuillent développer l'alternance et les républicains, c'est un fait établi. Trump, quand il est arrivé au début de l'année, a d'ailleurs fait un décret présidentiel pour fixer un objectif de passer à 1 million d'alternants aux États-Unis. Il y en a à peu près 650 000 aujourd'hui. 1 million, pour petit clin d'œil, c'est le nombre d'alternants en France aujourd'hui. Donc on voit qu'en fait, la France aujourd'hui a un modèle d'alternance qui est plus développé que celui des États-Unis, parce que les États-Unis, c'est un pays qui est 5 fois plus gros, hein. Donc, ils sont un petit peu en retard sur le modèle de l'alternance et beaucoup de personnes dans le domaine aux États-Unis, de politique, voient l'alternance comme une façon de renouveler et d'améliorer le système d'enseignement supérieur, de mieux l'aligner avec les besoins du marché de l'emploi, notamment les besoins des employeurs, puisque l'alternance, ça force cet alignement, parce qu'à la fin, c'est un employeur qui recrute Bien sûr. un alternant. Donc, si l'employeur il ne trouve pas que la formation et le talent correspondent à ses besoins, il ne le recrute pas. Donc, ça force l'alignement. C'est un outil qui est vraiment puissant, mais il est encore à développer aux États-Unis. Qu'est-ce qui, dans le modèle français, pourrait ou inspire déjà au-delà de l'alternance les Américains et inversement? Je dirais que le modèle de l'alternance, il est perçu par les Américains comme un modèle mature en Europe. C'est-à-dire, quand nous, en tant qu'Européens, on vient vendre de l'alternance, on est perçu comme un Français qui vend du parfum et du champagne, ou des sacs à main de luxe. On a une sorte d'expertise Oui, c'est innée, ça. perçue en tout cas, sur l'alternance. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, les États-Unis restent quand même un pays très particulier, très centré sur les États-Unis, et donc ils veulent un modèle, à juste titre, adapté à leurs problématiques locales. Donc ils s'inspirent en fait de la modalité de financement de l'alternance, puisque en France, par exemple, il y a une modalité de financement au niveau national qui est systémique, qui est assez structurée, qu'elle soit des frais de formation, d'une prime à l'embauche pour les employeurs,
du tissu économique qui s'est créé autour des écoles et des CFA, des centres de formation d'apprentis, pour créer ce modèle de l'alternance. Donc tout ça, ça les intéresse beaucoup. Et on voit d'ailleurs des États, parce qu'aux États-Unis, on a le niveau fédéral, mais on a les niveaux des États. On voit des États comme la Californie qui ont déjà commencé à mettre en place des changements réglementaires et de financement en faveur de l'alternance et qui sont finalement pas très très loin de ce qu'on a fait en France il y a quelques années. Donc il y a une inspiration sur le modèle de financement, de structuration du marché. À l'inverse, qu'est-ce qu'on voit d'intéressant des États-Unis qui vient en France? Bon, je dirais qu'on voit une adoption de l'IA qui est quand même plus rapide aux États-Unis et plus massive qu'en France. On voit aussi des besoins en termes de qualité de service et de service client de façon générale aux États-Unis qui est très abouti, plus qu'en France. Donc ça nous met un peu sous tension aussi. Ça nous a obligés ces dernières années à monter en gamme de ce point de vue-là. Et la dernière chose qu'on voit aussi, ça va être l'approche plus pragmatique, basée sur les compétences et le ROI, le retour sur investissement, vraiment qui est très marqué aux États-Unis. Combien je paye mon diplôme, combien ça me rapporte en salaire et en combien de temps je le repaye. Ouais. C'est ça, donc combien de dollars en fait. Ça, c'est des données que vous présentez sur votre site internet? Alors, on présente le prix. Alors, le prix pour nous de la formation, il y a 90% de nos étudiants qui ne payent pas parce que c'est financé. Donc déjà, mais ça vient aussi de notre histoire, de l'accessibilité, la mission de rendre l'éducation accessible. Donc, on a fait en sorte de créer un modèle où notre formation, elle est accessible financièrement. Donc, 90% des étudiants ne payent pas. Ça veut dire que c'est financé par quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui paye. C'est pas magique. C'est l'employeur qui paye, c'est le gouvernement, c'est le CPF, etc. Mais ça reste important. Il n'y a pas de dette en fait étudiante aussi, alors qu'aux États-Unis, pour le coup, c'est quelque chose qui est très, 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 très commun. Et ensuite, bien sûr, on met en face les salaires moyens obtenus par nos diplômés, les taux d'insertion à 6 mois dans le métier cible. Mais c'est vrai que dans le mindset américain, ils vont plus loin dans le calcul du ROI, je dirais. C'est vraiment marqué, mais c'est logique aussi parce que les coûts sont tels que vous êtes obligé d'avoir ce calcul-là à un moment. Quand vous payez jusqu'à $100 000 pour avoir un diplôme, dites, est-ce que ces $100 000, ça vaut vraiment le coup? Et des fois, la réponse, c'est pas. C'est que ça vaut pas forcément le coup. C'est ça le problème. C'est tout l'enjeu du marché américain, c'est que des fois, vous allez payer et vous endetter à hauteur de 100 ou 200 000 $ quand vous avez 18 à 22 ans et qu'à la fin, vous allez trouver un job qui va vous rémunérer à 45 000 $. Mécaniquement, ça ne marche pas très bien. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Ça fait 10 ans que vous observez la mutation de l'enseignement supérieur, en France comme ailleurs. Qu'est-ce qui, selon vous, a le plus profondément changé? Qu'est-ce qu'il reste à faire aujourd'hui en France? Il y a deux choses évidentes qui ont changé ces dernières années. C'est l'alternance. Le modèle de l'alternance est vraiment très développé. On est passé de 400 000 alternants à 1 million en seulement quelques années. Vous le saluez? Je le salue, bien sûr. Pourquoi, en quelques mots, je le salue? Même s'il y a des défauts, on pourra y revenir, bien sûr. Mais un programme réalisé en alternance, un diplôme réalisé en alternance, c'est un taux de réussite plus élevé que le même programme sans l'alternance. On réussit mieux en alternance que sans alternance. C'est un taux d'insertion et un salaire moyen légèrement plus élevé aussi. Donc non seulement on réussit mieux, mais en plus, on s'insère mieux dans le monde économique derrière. Concrètement, c'est aussi quelque chose qui coûte un peu moins cher en fait à l'État. On parle beaucoup de coûts parce que les coûts sont très élevés. Oui. Mais l'équivalent de payer l'école ou l'université, on va dire classique hors alternance, en fait, coûte un petit peu plus cher. Ok. Donc, évidemment, les coûts sont vachement développés parce qu'on a quasiment triplé le nombre d'alternants. Donc là, il y a beaucoup de coups de rabot qui ont été opérés sur le modèle de l'alternance. Mais fondamentalement, si on se projette sur une approche long terme, l'alternance
est reconnu de façon très consensuelle, je dirais, pas complètement unanime, mais de façon vraiment consensuelle, comme étant un outil très puissant pour l'enseignement supérieur, l'éducation et l'insertion professionnelle dans de nombreux pays. Donc c'est quelque chose qu'il faut continuer à développer, mais il faut effectivement trouver une viabilité financière, en tout cas pour les finances publiques, ça c'est sûr. C'est le sujet. D'ailleurs, on parle d'un paysage français qui est régulièrement fragmenté, critiqué, politisé aussi. Est-ce que c'est le cas aux États-Unis? Nous qui, de France, peut-être le connaissons beaucoup moins bien que vous. Ouais, bah, c'est très différent. Alors, nous, on a un problème pour voter le budget et avoir un gouvernement qui tient plus de 3 mois. Là-bas, ils ont des shutdowns du gouvernement fédéral et ils s'envoient des invectives assez affûtées entre les deux partis politiques principaux. C'est un système fédéral, hein, donc il y a le fédéral, mais il y a surtout les États. L'éducation est quand même en fait beaucoup portée par les États. L'alternance, la majorité des budgets sont gérés au niveau des États. Donc ça dépend des États, hein. Il y en a qui sont très proactifs, très innovants, il y en a d'autres qui c'est beaucoup moins le cas. Donc en fait, c'est un marché qui est beaucoup plus éclaté que ce qu'on imagine. D'accord. Hein, puisque chaque État peut avoir sa propre manière de faire, hein, et sa propre vision des choses. Puis c'est un marché sur lequel, effectivement, il y a des visions politiques qui sont pas très différentes, hein, entre les républicains et les démocrates. Donc c'est pas forcément très facile de naviguer là-dedans. Ça oblige à être très agile, en fait, puisque ça change un peu tout le temps. C'est vrai que c'est pas évident de suivre au jour le jour les changements réglementaires de direction de ligne politique. Donc il faut être surtout agile. Ça oblige à être très flexible, hein, et rapide, hein, sur les ajustements. Alors, on pourrait se poser aussi la question de ce que c'est qu'un diplôme utile et d'un diplôme qui l'est un peu moins, ou en tout cas plus. Vous avez notamment parlé tout à l'heure, et très justement, je trouve, d'un diplôme qui puisse rémunérer, en tout cas à hauteur de l'investissement qui a été effectué pour ces études. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on doit se concentrer sur les soft skills, comme on les appelle, les compétences psychosociales, ou est-ce qu'on est encore dans des compétences très techniques, à l'heure où justement, ces compétences techniques, on nous dit qu'elles sont... qu'elles expirent en moins de 2 ans. Quel est le regard plus large que vous portez justement sur l'éducation de demain et sur les compétences? Et d'ailleurs, est-ce que vous voyez de plus en plus chez Open Classrooms des formations qui se concentrent plus sur une sorte de savoir-être plutôt que de savoir-faire? Ouais, c'est une bonne question. Alors, j'en vois une qui est très philosophique et une qui est plus pragmatique, de questions derrière ça. Celle qui est philosophique, c'est à quoi sert l'éducation et l'enseignement et le diplôme. Là-dessus, il y a des positions de tout à chacun qui sont quasi dogmatiques. Donc certains disent c'est très adéquationniste. L'éducation, ça doit être pour répondre aux besoins des entreprises et avoir les bonnes compétences tout de suite maintenant et être un bon citoyen productif qui génère des impôts. Et de l'autre côté, non, l'éducation, c'est pour l'intérêt intellectuel d'élever voilà, la conscience du citoyen, etc. etc. Moi, je suis un pragmatique. Je pense qu'il faut un petit peu des deux, grosso modo. Il ne faut pas virer dans l'un ou l'autre extrême. Il est important quand même de noter que ça reste quand même des débats, je dirais, de privilégiés que d'avoir ça. Parce que souvent, les gens qui débattent de ça ont eux-mêmes un bac+5 d'une très grande école. Et que quand on demande aux individus qui se forment, 95% des gens vont vous dire « Moi, mon but, c'est d'avoir un bon boulot, en fait, bien payé, pour pouvoir subvenir à mes besoins et nourrir ma famille. » Hein. Donc souvent la réalité du terrain est quand même plus pragmatique que ça. Donc ça, il faut pas l'oublier. Et je pense que c'est important pour nous chez Open Classrooms, hein, derrière l'accessibilité à l'éducation, l'insertion professionnelle. En fait, concrètement, on est là quand même pour faire passer des étapes de vie, des chapitres de vie à des individus et à des familles derrière, pour qu'elles puissent voilà, accomplir leurs rêves. Et ça,
c'est souvent quand même essentiellement une mobilité socio-économique derrière. Hein. Donc c'est un bon job, un meilleur job. Euh, Derrière, pragmatiquement, qu'est-ce qu'il faut apprendre en fait du coup pour avoir ce job ou ce diplôme? En fait, je dirais ça dépend. Nous, on a une approche par compétence. On pense que tout ce qu'on va apprendre à la fin, c'est une compétence. C'est un ensemble de compétences. Donc ça déjà, c'est pas complètement unanime. Hein. Certains vous diront non, c'est pas que des compétences qu'on apprend. Soit, nous, notre avis, c'est qu'en fait, tout se redécompose en compétences et ces compétences peuvent être effectivement des compétences très techniques, des compétences comportementales ou d'autres. Ça peut être des compétences motrices. Voilà. Et donc, ça dépend des métiers. Si vous voulez devenir soudeur, par exemple, métier en tension, très bien payé, soudeur, il y a un peu de compétences comportementales, mais en fait, principalement, ça reste des compétences motrices, c'est-à-dire d'être capable de manier le poste de soudage. Et c'est ça le plus dur. Mais ça, on peut pas l'apprendre sur Open Classrooms? Non, on ne peut pas l'apprendre sur Open Classrooms. Il y a eu quelques modèles qui se sont développés en VR, en réalité virtuelle. Bon, ça n'a pas hyper bien fonctionné parce que ça coûte hyper cher de faire le poste de soudage en VR. mais bon, c'est plus un exemple pour dire ça dépend du diplôme et du métier. C'est-à-dire que le mix entre le comportemental, le soft, le hard, ça va varier. Il faut un mix de tout ça. Nous, on revient au basique, c'est-à-dire on regarde la cible, où est-ce qu'on veut aller, quel est le métier derrière, quelles sont les compétences pour accomplir ce métier. Et souvent, dans les métiers du tertiaire, effectivement, il faut des compétences comportementales assez fortes, de créativité, d'esprit critique, de collaboration en équipe, de management d'équipe, ce genre de choses. Et sur des métiers peut-être plus accessibles, de niveau CAP, bac, là, on va être sur des compétences aussi comportementales, de présentation en entreprise, de ponctualité, de collaboration, ce genre de choses. C'est aussi valide. Et il faut ces compétences. S'il faut ces compétences pour obtenir le métier, le diplôme et être performant, eh ben, on va les apprendre sur Open Classrooms et on va les évaluer et être sûr que ces compétences sont bien acquises pour que la personne réussisse en entreprise derrière. Il y a aussi une technologie qui rebat complètement les cartes. C'est l'essor de l'intelligence artificielle. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure. Qui pose forcément la question d'un métier durable aussi, pour continuer notre discussion. Est-ce que vous, par ailleurs, vous utilisez cette intelligence artificielle et à quel escient ? Oui, beaucoup. C'est un sujet très intéressant et encore assez exploratoire, l'IA, l'impact de l'IA sur les métiers et les compétences. La question, c'est de savoir quel est le métier de demain, du coup, dans un monde où l'IA avance aussi vite. Nous, on a une vision là-dessus, c'est que les métiers et les compétences vont changer vite, qu'il est très difficile de prédire l'avenir, et donc il faut pouvoir s'adapter rapidement. Et donc on mise notamment sur des compétences un peu méta, par exemple, apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre, on pense que c'est une compétence clé dans un monde IA, parce que on ne sait pas exactement ce qui va se passer dans 5 ans, mais il va se passer du changement. Vous allez devoir apprendre de nouvelles choses. Et donc, si vous avez la méthodologie pour apprendre plus vite et être agile, alors vous pourrez vous adapter. Donc ça, c'est un exemple. Apprendre à apprendre, c'est un cours de base et un bloc de base qui est dans tous les parcours Open Classrooms. C'est génial. L'usage de ChatGPT, comprendre les sous-jacents de l'IA, avoir un esprit critique sur l'IA, etc. Pareil, c'est une brique de base aujourd'hui dans tous les parcours, du niveau CAP au Bac plus 5, de métiers manuels comme des métiers tertiaires. Donc voilà, on a quelques avis sur ce qu'il faut développer. Mais je dirais, j'insiste sur le fait, c'est très difficile de prédire l'avenir. D'ailleurs, il y a 5 ans, tout le monde disait... les futurologues disaient l'IA va impacter les métiers manuels et les personnes à l'usine, en fait, elles vont être remplacées par des robots. Et on avait un peu cette vision futuristique des robots, des armées de robots qui vont envahir le marché du travail et remplacer les métiers manuels un peu épuisants, etc. ChatGPT est arrivé. Finalement, l'IA, elle est plus en train de changer les métiers tertiaires. Tout à fait. Que les métiers manuels. Et ça,
c'est un loupé total en termes de prospective des métiers et des compétences. Tout le monde disait la créativité, par exemple, c'est très important. C'est ça qui sera la compétence unique de l'humain, etc. C'est pas complètement faux, mais aujourd'hui, si vous voulez créer un texte, une image ou un son, ChatGPT le fait quand même très très bien, très rapidement. Ouais. Donc on s'est quand même loupé collectivement plein de fois sur le futur. Donc nous, on pense qu'il faut surtout être agile et être en apprentissage en permanence. Ouais. Est-ce que justement, si je mets bien sûr Open Classrooms de côté, les écoles et les universités françaises forment encore suffisamment aux compétences de demain? Ou est-ce que justement c'est ça aussi qui fait la force de votre modèle? Ouais, je pense que malheureusement pas assez. Certaines le font très bien. Il faudrait que collectivement on le fasse plus. Il est évident que on a des soucis en France d'insertion professionnelle encore dans certaines filières, Ouais. où on a des contingents entiers d'étudiants et de diplômés qui, à la fin, ne trouvent pas forcément de job aussi facilement, ou Bien alors sûr. en cours de route aussi, n'arrivent pas au bout et se démotivent, ou la pédagogie, l'accompagnement, la façon de faire ne convient pas forcément aux usages et aux besoins. Et donc, aujourd'hui, vous avez quand même des taux de réussite de diplôme en licence qui sont pas super élevés, hein. On parle d'un taux de réussite d'à peu près 35% en moyenne. Ça veut dire qu'on a 2 tiers des étudiants qui n'ont C'est pas énorme. réussi, quoi, concrètement. Donc, on investit de l'argent public là-dessus. C'est évident qu'on aimerait collectivement que ça fonctionne un peu mieux. Donc, répondre mieux aux besoins à la fois du marché du travail à la fin, mais aussi aux besoins des étudiants, dans la façon dont ils doivent apprendre aujourd'hui, ils souhaitent apprendre ou essaient d'être accompagnés. Et ça, c'est ce qu'on essaie d'insuffler via Open Classroom, l'adéquation avec les besoins du marché, les métiers, les compétences, et aussi le taux de réussite, en fait, l'accompagnement plus individualisé, de l'approche pratique par les compétences. Ben oui. C'est ça auquel on croit et qu'on essaie de pousser. Et c'est votre pari depuis le début, de ce que je comprends, les compétences avant même le diplôme. C'est un pari que vous estimez gagner aujourd'hui? Il n'est pas gagné encore. Je trouve que autant en théorie, les compétences, tout le monde dit oui, les compétences c'est génial, c'est mieux que le diplôme, etc. Après, en pratique, il y a des signaux quand même difficiles. Par exemple, le nombre d'emplois qui requièrent un diplôme est en augmentation. Alors qu'il y a tout un discours des entreprises, certaines C'est ce que entreprises j'allais vous dire, qui regardent même disent, plus le diplôme. on regarde plus le diplôme, on regarde les compétences avant tout, etc. Et bah en fait, dans les faits, il y a davantage d'offres d'emploi qui demandent un diplôme, et un diplôme de plus en plus élevé. Alors, c'est un peu contradictoire avec le fait que les mêmes entreprises vont vous dire aussi que le diplôme n'est pas la garantie du succès dans l'entreprise Aussi. et dans le job. C'est vrai. Donc, c'est un peu paradoxal. D'un côté, elles disent « je veux absolument le diplôme », mais le diplôme, c'est pas forcément un gage de succès. Donc, c'est un peu bizarre. Ouais. Ça s'explique par plusieurs facteurs. Un des problèmes en ce moment, c'est la tension sur le marché du travail, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de gens sur le marché du travail, il y a plus de candidats qui cherchent un job, et il y a moins de tension de recrutement. Alors, ça dépend des secteurs et ça dépend des métiers, hein. Là, il faut être très prudent de les généralités, mais en général, le chômage est en train de remonter, grosso modo, pour faire très simple. Donc, on a notamment des jeunes diplômés qui ont du mal à trouver un premier job. De plus en plus de mal ces dernières années, depuis la fin du Covid, depuis 2-3 ans. On voit les taux d'insertion professionnelle dans tous les pays développés en train de baisser pour les jeunes. Ça s'explique comment? Par des difficultés économiques et politiques dans certains pays? Grosso modo, il y a deux explications qui sont en train d'émerger. La première, c'est la situation macroéconomique qui se dégrade dans pas mal de pays, et donc les employeurs recrutement. Et la deuxième, c'est l'IA. C'est l'intelligence artificielle qui vient remplacer une partie des emplois dits juniors
Ok. notamment dans le tertiaire, puisque avant, vous alliez recruter une équipe de 5 juniors dans le conseil, par exemple. Et maintenant, en fait, vous allez utiliser l'IA et vous allez Ben avoir à oui. peu près la même chose et ça coûte moins cher. Donc, on a un certain nombre d'entreprises technologiques, de conseils, d'audits, mais plein d'autres encore, qui ont des plans d'augmentation de productivité via l'IA et qui en fait, diminuent le nombre et le volume de recrutement dits juniors d'entrée de carrière. Donc ça a un impact direct sur l'emploi des jeunes aujourd'hui. Et donc la question, c'est mais si à la fin, ils recrutent que des seniors, dans 10 ans, qui est senior, quoi? Puisque si C'est clair. le junior, il peut jamais commencer, c'est compliqué. Je pense qu'on n'a pas la réponse, en fait, hein, aujourd'hui. Et tout ça, c'est en train de s'inventer. Et il faut qu'on l'invente ensemble. Mais en tout cas, l'impact de l'IA sur les métiers, il est évident. Et c'est pour ça qu'il est d'autant plus urgent d'équiper les jeunes diplômés et ceux qui se reconvertissent aussi aux compétences IA pour ne pas subir l'IA, mais au contraire en être un acteur, un moteur et de pouvoir augmenter soi-même ses compétences par l'IA plutôt que d'être remplacé par l'IA, si je puis dire. Ouais. Vous avez traversé 2 plans sociaux en 2 ans. Pierre, qu'est-ce que ça vous a appris sur la gestion d'une entreprise EdTech? Parce que là aussi, quand on parle de défis et de difficultés, être à la tête d'une entreprise de secteur, c'est pas toujours évident. Et non, il y a des hauts et des bas. On a connu, ça fait quand même 15-20 ans qu'on fait ça. Donc, on a connu des très très hauts, des phases de développement exponentielles et des moments difficiles. Et donc, notamment, on a dû se séparer d'une partie de notre effectif parce que le marché s'est rétracté, plus de concurrence et il y a eu un bascule dans les startups tech aussi, d'une croissance, je dirais, avec un accès au capital très facilité en fait et peu cher en fait, c'est un peu plus difficile de lever de l'argent et donc focus sur les fondamentaux du business et la profitabilité, etc. Donc on est passé par là aussi. C'est difficile comme changement aussi d'état d'esprit dans une organisation, de passer à plein de projets dans tous les sens de développement à non, il faut faire attention aux marges Serrer la et ceinture. aux dépenses. Donc c'est pas facile de changer l'état d'esprit et c'est de la conduite au changement assez profonde. Après, voilà, ça fait maintenant, on a passé cette étape-là, on est devenu profitable, on continue à développer et à conquérir, donc ça reste positif. C'est vrai que le marché, c'est quand même est devenu beaucoup plus difficile ces 2-3 dernières années en termes de financement public qui ont diminué, la régulation qui a augmenté, le marché concurrentiel est beaucoup plus concurrentiel qu'avant, donc plus difficile, mais c'est aussi dans ces moments de contrainte où on a inventé des nouvelles choses et qu'on s'est renouvelé et qu'on a pris des décisions difficiles mais nécessaires aussi et qui nous permettent d'aller de l'avant et d'en ressortir plus fort en fait à la fin. C'est ça l'enjeu, sachant qu'aujourd'hui, il y a pas mal de startups dans la tech ou d'écoles aussi qui ne vont pas très bien financièrement. Donc le fait de pouvoir se transformer et survivre et continuer à se développer, c'est en soi un succès dans un environnement qui n'est pas folichon. Ça, c'est clair. Votre développement international, il est plus prudent maintenant ou vous continuez malgré tout? Ouais, il est plus prudent parce que on a fait un choix assez fort sur les États-Unis. Mais on n'en fait pas non plus, on fait pas 3 régions à la fois. Ok. Donc il est plus raisonné, il est plus efficace, il est plus recentré, mais il est toujours là. C'est d'ailleurs toute l'ambition derrière Open Classroom, c'est que voilà, on pourrait pas avoir obtenu par exemple l'accréditation américaine si on n'en était pas encore à investir, à y croire et à pousser. Bien sûr. Ce type d'étape n'arrive pas par hasard non plus, mais voilà, il faut le faire dans des cycles économiques parfois différents que ceux d'avant. Et c'est sûr que c'est toujours plus facile de recruter à tout va, etc. Mais c'est intéressant aussi de réfléchir à une autre façon de le voir, c'est que dans des cycles
baissier comme ça. Alors, on est plus économe, etc. Mais on crée aussi un modèle qui est finalement plus pérenne, plus solide, plus puissant, plus efficace. Et ça, c'est positif. Donc, il faut aussi voir ça comme des cycles économiques qui vont et qui viennent, hein. Je suis certain qu'on va reconnaître des périodes de croissance très fortes Ouais. et qu'il y aura encore des crises économiques à venir dans notre temps de vie, hein. Aujourd'hui, Open Classroom, c'est combien de personnes et combien de territoires? On est 200 salariés, on a à peu près 1500 mentors aussi qui accompagnent les étudiants, je disais en one-to-one. Et on a des étudiants dans à peu près tous les pays du monde, hein, à peu près 200 pays. Voilà, 43 000 personnes formées et placées dans l'emploi l'année dernière. C'est ça à peu près nos stats. On travaille avec 2000 employeurs également. Donc voilà. Beau succès. Mmh. Et vous avez donc commencé ça quand vous étiez étudiant, Ouais. vous-même. Qui étiez-vous quand vous étiez plus jeune? Quel étudiant vous étiez? Sérieux, rêveur, libre, geek? Geek, j'imagine, un peu. Ouais, j'étais un peu geek. Je codais quand même assez jeune et tout, donc ça, c'est sûr. Moi, au final, on a créé un peu une école un peu alternative, quoi, hein, Ouais. concrètement, qui est très différente de l'école traditionnelle. Donc c'est vrai que l'école traditionnelle, je trouvais pas ça super pour moi. À des moments, j'ai trouvé ça bien, à d'autres moments, pas trop, mais le côté tout le monde avance au même rythme, avec très peu d'individualisation finalement. Moi, ça m'intéressait pas beaucoup. J'aimais beaucoup le côté pratique et j'aimais être challengé aussi intellectuellement. Et des fois, c'était le cas, mais des fois, c'était clairement pas le cas. Donc, le fait d'avoir ce hobby à côté a permis aussi de me nourrir et de créer quelque chose finalement de différent, quoi. Ça vient du besoin initial de se dire finalement on pourrait apprendre et former Bah oui, les gens différemment. complètement dingue cette histoire, Ouais, quand on y repense. ouais, totalement. Est-ce que vous avez eu l'idée ou l'envie, peut-être, récemment ou il y a plus longtemps, de créer une école physique? Je ne sais pas si vous avez des enfants ou si vous avez le souhait d'en avoir, mais on peut se dire qu'après une telle aventure et après un tel succès aussi, peut-être que vous avez maintenant envie de toucher les plus jeunes avec un autre format, justement, par rapport à ce que vous avez vécu. Ouais, c'est une bonne question. Bon, nous, c'est vrai qu'on est une plateforme online. Euh, Malgré tout, on pense que notre enjeu d'innovation, il n'a pas été tant sur le fait qu'on passe du présentiel en online, Ouais, mais plus sur la pédagogie elle-même. C'est-à-dire l'approche par compétences, les projets, le mentorat, l'approche individualisée, l'insertion professionnelle, etc. Et en fait, tout ce que je viens de dire, ça s'applique très bien au présentiel aussi. On peut le faire en présentiel aussi. Donc, on n'est pas marié à l'idée de faire du online. ok. Pourquoi pas faire du présentiel? Il faut que ça ait du sens aussi. Qu'est-ce qu'on va apporter en présentiel qu'on ne peut pas apporter online et ce genre de choses. Donc, et on a fait déjà des petites expérimentations. Par exemple, à un moment, on avait des espaces de regroupement pédagogique entre étudiants, parfois avec un mentor, etc. Donc, quand on est Ok. là, la différence entre ça et une salle de classe avec un prof, elle commence à être tenue. Mais on n'a jamais vraiment franchi le cap de dire on va faire des écoles présentielles, hein. Et puis après, il y avait une autre question qui était de faire des écoles pour les enfants. Ce qui est quand même très différent parce que le mot clair. école, on Ça entend veut tout souvent dire, pour les mais enfants de 6 ans, c'est pas pareil qu'une grande école de commerce en post-bac. Donc ça, c'est très différent. Et nous, notre métier, c'est vraiment, on est quand même plus sur les adultes, hein. Donc, en tout cas, les jeunes adultes aussi. Mais comme on a ce côté très professionnalisant à la fin, il faut quand même que la finalité derrière, ça soit l'insertion professionnelle. Donc, on est mécaniquement sur des publics qui commencent à 17-18 ans, mais pas beaucoup avant. bien sûr. C'est quoi le meilleur conseil, Pierre, qu'on vous ait donné dans votre vie étudiante?
ou à vos démarrages? Ouais, on en a donné beaucoup et beaucoup étaient assez utiles. Mais quelques-uns que j'ai retenus, c'était, je pense de vraiment réfléchir à ce qu'on aime faire, ce qu'on veut faire, là où on est bon et d'essayer un peu d'explorer en fait et de trouver, ce fit et pas de désespérer de de pas le trouver, de continuer à le chercher. Ce que je veux dire par là, c'est que, je pense que tout le monde a une forme de talent un peu inné dans un certain domaine, qui peut être plus ou moins, ténu, mais il y a une forme de talent, chez chacun. Il y a une envie aussi. Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui drive? Et qu'est-ce qui est utile, on va dire, pour la communauté, qui est reconnue d'un point de vue économique ou social ou quoi que ce soit. Et en fait, quand on trouve le combo entre tout ça, c'est-à-dire la zone de recouvrement où tout s'aligne, bah, c'est assez puissant parce que, son travail, devient, source, d'épanouissement et de développement et on est fort sur ce qu'on fait et cetera. Donc Ce qu'on appelle un peu l'ikigai d'ailleurs. l'ikigai, voilà, Ouais. exactement. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir trouvé ça par le biais de l'entrepreneuriat. C'est un super outil d'ascenseur social aussi, hein. Bah, j'imagine. Donc, ça, j'en suis vraiment très conscient et très reconnaissant. Je dirais, Heu, le 2e conseil, c'était aussi, beaucoup autour, dans l'entrepreneuriat, autour de la résilience, je dirais parce que, l'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas, et je dirais que, la majorité, très, très grosse majorité des histoires, successful, quelqu'un disait, «Ceux qui ont réussi, c'est juste qu'ils ont pas abandonné». Ils sont pas plus malins que les autres ou quoi que ce soit, c'est juste qu'ils ont continué et puis, ils se sont adaptés et à un moment, ils ont réussi à régler les problèmes et donc être successful. Ça, c'est assez intéressant. Le CEO de NVIDIA, Ouais. donc NVIDIA qui est, maintenant une des entreprises les plus valorisées au monde, énorme succès. Ça fait 30 ans qu'il fait ce métier, qu'il est CEO et c'est un entrepreneur, et un manager, brillantissime, très unique, très original. Quand on lui pose la question de: «Waouh, c'est génial, vous avez réussi tout ça, vous avez réussi le pari de l'IA» et cetera. Il raconte qu'en fait, il en a bavé pendant 20 ans, hein, NVIDIA. NVIDIA, ça allait pas du tout bien pendant très, très longtemps, heu et il a vachement galéré et puis à un moment, le truc s'est retourné et maintenant il est en haut du sommet du monde. Complètement dingue. Et on lui demande, est-ce que, du coup, maintenant, que vous connaissez la fin de l'histoire, vous connaissez la fin de l'histoire, est-ce que vous le referiez? Et il dit, sans hésitation: «Non». Il dit, «Je le referai pas, c'est trop dur». Ah ouais. Et c'est intéressant, en fait, comme réponse. Alors que, on pourrait se dire: «Ouais, mais il a tout, il est en haut de la pyramide, c'est génial et etc.» Bah, il dit: «En fait, c'est beaucoup plus Un dur autre que ce qu'on côté. ouais, Mmh. ce qu'on le pense». Donc ça, c'est intéressant, c'est qu'on voit que, les challenges à relever, en fait, sont plus importants que ce qu'on imagine Ouais. et que si on vous le disait au début de l'histoire, il est probable que vous le fassiez pas. C'est clair, Ouais. c'est clair. Merci Pierre, on arrive à la fin de cette, interview. J'ai juste encore quelques questions à vous poser qui sont des questions plus courtes, qui demandent des réponses un peu plus courtes, en un mot ou en une phrase. Ouais. La première, est-ce qu'il y a une compétence qu'aucune école ne vous a jamais apprise? Mmh. Elle est difficile à apprendre celle-là, mais la vision, je pense. Le côté, d'inventer le monde de demain, Ouais, c'est pas évident à enseigner et à c'est former. clair. Mais c'est un mélange, voilà, d'analyse et puis, de créativité, voilà, la vision. Votre plus grande fierté dans votre parcours, c'est quoi? Hem, je dirais à la fin de la fin, ce qui reste, c'est quand même les histoires des gens qu'on forme, quoi. C'est-à-dire, qu'on vient à des moments charnières de vie. Gens ont perdu leur emploi, ils veulent se reconvertir, le premier job, créer sa boîte, donc c'est des moments, de tension, de vie
Et quand on voit les histoires individuelles, les témoignages individuels, c'est des trucs très très poignants, d'histoires de vie parfois très difficiles, parce que nous, on essaie d'aller au plus vers des populations qui sont éloignées de l'emploi, éloignées de l'éducation classique, etc. Donc ça, c'est assez prenant. Et quand on voit que on fait ça, cette histoire individuelle fois 40 000, on dit, ouais, l'impact est vraiment ouf. Donc c'est ça qui reste. Après, il y a plein de moments de réussite commerciale, accréditation aux US, d'équipe, de développement des personnes. Mais ouais, l'impact, c'est à la base ce pourquoi on a fait ça avec Mathieu. Diplôme ou expérience ? Expérience. Alors, je suis une école et j'ai des diplômes. C'est pour ça que je me tire une balle dans le pied en disant ça. Mais... Non, bien sûr, expérience, mais voilà, par les projets, on peut apprendre, par l'alternance, on peut acquérir de l'expérience en école. La qualité la plus importante pour réussir dans l'éducation en France, c'est quoi ? Il en faut beaucoup. J'aurais envie de dire la résilience aussi, parce que l'adaptabilité. Non, je dirais, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, dans l'éducation, avec une vision très puriste de pédagogue, on va dire. Je veux former la pédagogie, etc. Ce qui est vachement bien et très honorable, mais en fait, à la fin, il faut vendre, il faut générer du business, il faut que ça fasse des marges, il faut être efficace, etc. Ça reste de l'entrepreneuriat. Donc souvent, l'aspect commercial, c'est là où ça pêche. Donc je dirais cette compétence commerciale, vendre, est très importante pour réussir en entrepreneuriat, en éducation. Il y a un prof qui a changé votre vie, Pierre ? Il y en a plusieurs, ouais. Il y en a un au collège qui m'a appris, nourri, accompagné, aidé, etc. En études supérieures aussi, j'ai eu quelques profs qui m'ont aidé à accompagner ce projet entrepreneurial en fait avec Open Classrooms, et donc on aménagé un peu le cursus pour que je fasse ça, et donc ça a plutôt pas trop mal marché à la fin, donc ça valait le coup. J'ai fait mon stage d'entreprise dans ma propre entreprise, donc j'ai signé ma convention de stage en tant que maître de stage et stagiaire, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de process entrepreneuriat, quoi. Donc l'école savait pas trop comment faire, mais ils disaient bon, ça a l'air sympa ton truc, on va t'aider. Donc ça, c'est une petite histoire, mais c'est vrai qu'à la fin c'est ce genre de choses qui fait que j'ai développé ça et je suis pas allé faire un stage chez une grosse boîte du 440. Bien sûr. Et dernière question, si vous deviez passer le flambeau de ce micro de 20 sur 20 à une personne dans l'éducation, l'enseignement supérieur, à qui vous pensez ? Qui est-ce qu'on doit appeler ? J'aurais dit Mathieu, mais c'est trop facile. Votre cofondateur. Mon cofondateur. Non, ce qui m'inspire beaucoup, c'est de voir aux États-Unis, en fait, les personnes aussi qui sont ancrées dans le système américain et qui ont des vues vraiment intéressantes. Par exemple, je pense à Eloy Oakley, qui était l'ancien président du système des community colleges californiens. Alors, c'est un peu l'équivalent des IUT, on va dire, en Californie. D'accord. Sauf que c'est un système qui est beaucoup, beaucoup plus gros. C'est 1,6 million d'étudiants. Waouh. Donc, c'était le patron de ce réseau. Et c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour l'enseignement supérieur californien et qui est très promoteur de cette vision professionnalisante, insérante, accessible, pragmatique, et quelqu'un qui est très inspirant et expérimenté, et fin connaisseur de l'enseignement supérieur américain. Merci. L'Express Éducation va s'exporter en Californie, puis on fera un petit stop à New York pour venir vous claquer une bise, Pierre. D'ici là, merci infiniment d'avoir été parmi nous, et puis on vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci.